Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je vais juste... Oui. Oui. Première question. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est bon là. Ouais. Première question. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous voulez que je... Oh, bah, jusque-là, tu vas me stresser? C'est pour la radio. Ouais, bonjour. Première question. Est-ce que, au vu de l'expérience que vous avez acquise et de tous ces protocoles et toutes ces interventions, est-ce que la ville de Marseille vous a consulté? Est-ce que votre équivalent Soleam, Marseille Aménagement, est-ce qu'ils sont venus vous voir en vous disant putain, filez-nous un coup de main parce que nous on ne sait pas comment faire? Ça c'est la première question, et après j'en ai une deuxième. Et la deuxième alors, vous nous montrez tout ça avec un immense plaisir. Vous montrez une intervention qui je ne sais pas depuis combien de temps existe l'opération, mais au vu de ce que vous dites, ça a au moins 15 ans. Vous préciserez. Et combien de DUP vous avez fait? Parce que vous avez un interventionnisme qui, moi, en tant qu'architecte, enseignant à l'école d'architecture et habitant de Noailles, me terrorise. Me terrorise au sens où vous parlez de curtage, mais le curtage, en bas, il y avait un shish kebab avec une terrasse du fond, elle était peut-être insalubre, mais vous avez fait comment? Vous l'avez exproprié? Vous l'avez dédommagé? Comment ça s'est fait, l'acquisition foncière, je veux dire? La première question, c'était quoi déjà? Alors, la première question, c'est est-ce que la Soleam est venue vous voir? Ah oui, la Soleam. Non. Dommage. On a eu une visite récente de la métropole de Marseille, hein, qui est venue visiter le site de Toulon. Hein, voilà. Et vous ont pas fait hein? Non, ils sont venus là il y a ils sont venus il y a très peu de temps. Ouais. Donc, comme quoi ça peut porter. Ouais. Donc après, l'interventionnisme, hein, oui, il y a effectivement un volontarisme très affirmé. On est convaincus, nous, que c'est une condition de réussite. Il faut qu'il y ait un effet d'entraînement suffisamment visible pour que la mayonnaise prenne. Les opérations précédentes, elles avaient été saupoudrées, elles avaient été au long cours, elles avaient été finalement très douces. Mais elles n'avaient pas permis d'enrayer la spirale de paupérisation du quartier. C'est l'avantage de ces expériences précédentes malheureuses, quelque part, que d'avoir convaincu la ville de Toulon de nous demander de chercher d'autres solutions, d'autres modes d'intervention. Et effectivement, on a été interventionniste, on a monté plusieurs DUP. En fait, on a réussi à faire toutes nos acquisitions à l'amiable, à part les propriétaires inconnus et... un ou deux irréductibles, mais c'était complètement marginal. Est-ce que je vous ai répondu? Sur le kebab, sinon. La réponse sur le kebab. Oui, sur le kebab. Ici, c'est déjà un quartier commerçant. Ouais. Je vois pas pourquoi je substituerais mon kebab à Soleado, quoi, vous voyez? Ouais. Si ce n'est parce que j'ai une petite vision bourgeoise dans ma tête qui est de me dire que ça y a plus de qualité chez Soleado que chez mon marchand de kebab. Ouais, il y a deux choses. D'une part, on essaye d'éviter la monoactivité. Donc la monoactivité kebab comme une autre. On n'est pas en soi contre les kebabs, mais s'il n'y a que des kebabs, oui, ça nous donne un petit peu, ça nous pose un petit peu problème, parce que notre objectif, c'est d'être attractif pour toutes les couches de la population, pour que des gens viennent résider dans le quartier, mais aussi que pour des Toulonnais des quartiers périphériques, il y a des choses à faire dans le centre-ville, et dans les choses à faire, il n'y a pas que manger des kebabs. Par contre, dans notre rue des Arts, il reste un ou deux kebabs, et on n'a pas vocation à les faire partir. Ça ne nous gêne pas, il y a des kebabs, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Voilà.
l'exemple de Souleyado, en fin de compte, c'est sur une destruction, enfin une démolition partielle d'un immeuble des années 30 et dans lequel le commerce du rez-de-chaussée était déjà un commerce de vêtements. Et donc la transformation n'a pas été de remettre à l'extérieur une activité comme le kebab ou autre. Il reste à Toulon des quartiers. Les quartiers sont toujours habités par la population qui était là à l'origine. Et il reste encore le petit couscous, etc. Il est encore là. Il est très présent même d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. On le trouve si on veut. Si vous venez à Toulon, vous pourrez visiter la rue des Arts et y manger dans un petit couscous à 6,50 qui s'appelle le Cap Carbon et qui n'est pas mauvais du tout. Non, j'ai pas une affection spéciale pour le couscous, si vous voulez, mais par contre, j'ai une affection spéciale pour les gens. Et étant architecte, et étant en plus habitant de Noailles, je pense, avant de parler intrusion dans le curtage du cœur niveau des gens, il faut être très doux avec les gens. Donc, si je vous raconte ma vie, j'ai fait mon service militaire à Toulon et j'ai eu une affection tout à fait spéciale pour Chicago, en tout bon matelot que j'étais. Voilà. Et j'y suis retourné très récemment après une soirée au théâtre et j'étais absolument abasourdi par le travail qui a été fait sur le centre-ville de Toulon. J'en ai même parlé à mon confrère Jean-Marc ici, puisque vous êtes ici un peu à cause de nous, c'est nous qui avons voulu. Et j'ai trouvé que vous y avez été absolument parfait. Et je suis d'accord avec vous, la population reste, puisque j'y étais un dimanche matin, il y avait des vendeurs à la sauvette partout sur vos placettes magnifiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, ce qu'on craint à Marseille, au vu de l'incapacité à être proche des gens, des instances actives de la ville, c'est que tout ce que vous nous racontez là soit fait avec une violence administrative. Voilà. Puisque déjà, le quartier souffre de cette violence administrative au vu, d'où ma première question, au vu de l'inexpérience de tous nos techniciens qui sont face à des immeubles qui s'effondrent que depuis 2600 ans, mais ils les découvrent que depuis 9 mois. Voilà. Et donc maintenant, un balcon qui branle, on évacue la moitié de la ville. Je crains que ce que vous nous montriez là, au moins de l'incompétence de nos gens à nous, se transforme en un à feu et instantané. Parce qu'à la différence des Toulonnais, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui sont encadrés déjà par une structure administrative militaire. À Marseille, c'est l'inverse. Quand vous voulez changer une place comme la Plaine, il y a la moitié de la ville qui fait la révolution. Donc, pour éviter que ce quartier se transforme à feu et à sang, moi j'engage à ce que la SOIAM, vous les rappelez en disant putain, Nigozi, il a dit qu'il faut revenir m'expliquer comment il faut faire. Parce que dans le bas de la rue de Bagne, on apprend qu'il y a des offices HM qui rachètent en double des immeubles en disant aux gens, mais de toute façon, vous ne saurez pas faire le dossier auprès des offices pour avoir les subventions. Rendez-le nous, ça sera mieux. Je parle du 11 rue d'Aubagne ou un peu plus bas, le 22, je ne sais pas. Donc on va avoir droit à tout et n'importe quoi. C'est pour ça que j'espère que vous, en effet, vous avez été doux et aimable avec les gens. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup entendu. Votre préoccupation, non, mais elle est tout à fait légitime et on la partage. Les réponses, d'ailleurs, il n'y a pas de réponse définie. Combien de DUP sur les 86 immeubles détruits ? On a fait 3 DUP, mais on a exproprié deux propriétaires, 2 vrais propriétaires, le reste c'était des inconnus, etc. Non mais votre préoccupation, une fois de plus, elle est légitime. Les éléments de réponse, mais ils ne sont pas définitifs non plus, ils prétendent pas l'être. C'est la durée, c'est quand même un processus qui s'est déroulé sur 15 ans. Et c'est aussi le fait que toutes les études, depuis le début, ont été faites par VAD, par l'opérateur, y compris les études sociales. Ce qui veut dire qu'il y a un lien qui s'est créé avec les gens. Ils n'ont pas vu 5-6 bureaux d'études qui se sont succédés pour leur poser les mêmes questions et pour leur promettre des trucs jamais tenus. Il y avait une vraie continuité. Et nous, on a tenu comme opérateur à avoir en interne tous ces moyens d'ingénierie qui nous ont permis de faire les études préopérationnelles, y compris sur le volet social. Comment vous avez appris ce savoir-faire avant que vous étiez illuminé, j'imagine ? Eh ben, ça, c'est un peu mon histoire personnelle. Voilà. J'ai travaillé sur d'autres opérations de renouvellement urbain, j'ai travaillé sur l'habitat insalubre outre-mer, j'ai travaillé en agence d'urbanisme. Et... C'est la ville de Toulon qui est venue vous chercher pour votre expérience ? Ouais. D'accord.
Bon, Christophe, on peut passer à d'autres questions peut-être? Oui. Je voulais savoir, vous avez parlé du rez-de-chaussée commercial en augmentant les surfaces à 200 mètres carrés pour faire venir des enseignes. Vous pouvez développer un peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui, on a des immeubles, hein, le petit Borgne toulonnais, il fait 50 mètres carrés à peu près de 60 mètres carrés par plateau, hein, donc quand on enlève l'accès, les parties communes, on a des commerces qui font 30, 40 mètres carrés maximum, et dans ces 30-40 mètres carrés, c'est difficile d'avoir des activités, de développer une offre nouvelle. Notre sujet, c'était développer une offre nouvelle dans le sens alternative à l'offre existante. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas avec les moyens de la puissance publique là pour fausser la concurrence, faire en doublon ce qui se fait déjà. Kebab, par exemple. Donc, il faut qu'on développe une offre décalée et une offre qualitative qui soit attractive pour les futurs résidents et pour les Toulonnais et au-delà de la ville de Toulon, les gens qui aient envie de venir en destination à Toulon pour y trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Voilà. Pardon ? Alors c'est le développement commercial. Effectivement, ça marche sur deux pieds. Il y a ce commerce partagé, ces tiers-lieux, ces commerces innovants, on va dire, d'une façon générale. Et puis, il y a effectivement quelques grandes enseignes qualitatives qui ont besoin d'être là pour que une certaine frange de la clientèle se déplace. Donc il faut bien garder les deux. Faire que de la grande enseigne, ce serait une banalisation. On va se retrouver comme le centre commercial XY, sauf qu'on n'aura pas les parkings gratuits, le truc et le machin. Donc on n'aura pas gagné. Et en même temps, faire que des boutiques un peu pointues, ça va peut-être pas suffire pour drainer beaucoup de monde. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Oui. Merci pour cet exposé, pour les précisions que vous apportez. On a fini sur le secteur sud-ouest, si je ne me trompe pas, où il était question donc d'une maîtrise d'ouvrage, mais aussi d'œuvre, je veux comprendre, avec l'ANRU. Ça veut dire qu'il y a une rencontre entre des maîtres d'ouvrage qui, par exemple, ici, dans la ville de Marseille, souvent ont du mal à se rencontrer, une SEM ou une SPLA, et d'autres opérateurs comme l'ANRU via, par exemple ici à Marseille, MRU, qui est l'incarnation. Comment s'est mis en place cette maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre partagée? Éventuellement, quels ont été les supports, mais aussi les fragilités ou les moments difficiles? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, vous disiez que c'est une opération qui s'est déployée sur un temps long, 15 ans, avec malgré tout une force, me semble-t-il, qui est la continuité du travail réalisé par l'aménageur. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Est-ce que c'est une condition de succès, entre guillemets, de ce type d'opération? Oui, c'est une condition, ça serait réducteur, mais c'est un élément important, en tout cas. Il y a le temps de la ville, le temps des urbanistes, et puis il y a le temps des politiques qui n'est pas le même. Et il y a toujours la tentation pour les politiques de remettre en question ce qui a été engagé par les prédécesseurs. Donc s'il n'y a pas de continuité politique, de portage politique dans la durée, c'est un facteur de fragilité parce qu'on risque de commencer à construire dans une direction et puis de repartir dans une autre, etc. Et donc la continuité de l'effort du politique, pas forcément que ce soit les mêmes élus, mais que si les élus changent, ils se réapproprient eux-mêmes la démarche, quitte à l'orienter légèrement. Elle n'est évidemment pas gravée dans le marbre pour les 15 ans, mais cette forme de support politique et de continuité politique, elle est très importante. On est au cœur de la cité. Je veux dire, tout ce qu'on fait est éminemment politique. Donc, on ne peut pas le faire sans les politiques. Oui, tout à fait. Et concernant la maîtrise d'ouvrage?
Alors, la maîtrise d'ouvrage partagé, c'est effectivement une élaboration conjointe qui est faite avec les services de l'ANRU national, de l'ANRU local, de la ville, qui est quand même le donneur d'ordre principal, et de l'opérateur qui souvent détient la matière technique. Donc il y a un travail de co-construction, il y a des comités techniques pour bâtir des propositions, et il y a des comités de pilotage avec les élus pour acter les décisions. Ouais. Une question ? La question, c'est où est-ce qu'on applique ? Non, la question est terminée. Non, c'était juste un peu en amont de tout ce que vous avez raconté, qui est un peu excitant vu de Marseille en tous les cas. Il y a eu une décision politique, évidemment, et une décision politique, ça se construit peut-être que le quartier était très dégradé, s'appauvrissant, etc., etc. Ouais, non, ça marche une fois sur deux. Donc la question, c'est l'objet culturel centre-ville, comment il se construit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il soit identifié comme un objet digne d'intérêt pour qu'on fasse quelque chose d'intéressant avec. C'est pas si évident que ça. C'est-à-dire de dire ce centre-ville est intéressant en tant que patrimoine. Oui. Bon. Et question subsidiaire, c'est sur ce patrimoine, finalement, vous passez pas sous silence, vous dites, on a par exemple très clairement décidé qu'il n'y aurait pas de confusion entre le public et le privé, j'entends au niveau des espaces, des affectations d'espace. Les cœurs d'îlots n'ont pas vocation à devenir des espaces privés, ou publics, pardon, ils restent privés, il y a un certain nombre de procédures, au fond vous avez un modèle urbain derrière. Et il s'est construit comment ce modèle urbain? C'est-à-dire c'est une affaire de techniciens, c'est quelque chose qui s'est monté avec les politiques. Voilà. Au fond, c'est comment s'est construit un consensus autour d'un projet. C'est ça la question que j'essaye de poser. Alors la question sur qui dure 15 ans en plus, parce qu'il y a un sacré consensus. La question sur l'objet culturel, elle était peut-être pas explicite en ces termes au démarrage. La question du politique, c'était on a un gros problème qui se situe en plein cœur de notre ville, une ville qui a une mauvaise image, qui a une histoire lourde également, Toulon, le sabordage de la flotte, Toulon ouverte aux Anglais, condamnée par Napoléon à être port-la montagne, des fusillés 800 par Napoléon, etc. Il y a une histoire lourde à Toulon et c'est pas neutre. Donc le centre ancien, il était dégradé et il incarnait aussi, il supportait tout ce passif. Il y avait eu beaucoup de tentatives de réhabilitation qui n'avaient pas abouti. On en a à peine effleuré les raisons, mais peu importe. Et la nouvelle équipe municipale qui est arrivée en 2001 s'est dit, en gros, on a tout essayé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, notre proposition, ça a été de dire, il nous reste que le sang et les larmes, c'est-à-dire le travail de fond, de restructuration urbaine, préalable à une réhabilitation de qualité que personne n'a fait avant, parce que c'est un choix quelque part héroïque, c'est un choix éminemment coûteux qui va supposer des expropriations, des relogements, des reconstructions, donc et du temps, et beaucoup de temps. Les élus, ils font de la politique et on ne peut pas leur reprocher. Et ils aiment couper des rubans. Si on leur dit vous couperez le ruban dans 15 ans, c'est pas très vendeur. Pourtant, ils ont entendu ce discours faute de mieux, je dirais, et ils ont adhéré, je dirais, de plus en plus au fur et à mesure des réalisations.
hein, et ils se le sont appropriés progressivement, et jusqu'à se l'approprier pleinement aujourd'hui. Après, le parti pris urbain, ça c'est le fait de l'opérateur, c'est nous qui avons fait ce type de proposition à la lumière de nos expériences précédentes, et à la lumière aussi, je dirais, de nos références, de notre histoire, de nos maîtres aussi, hein. J'ai eu la chance d'avoir de grands maîtres et qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà. Des gens comme Jean Castex, comme Philippe Paneret, comme Henri Gaudin, tous les gens qui ont qui ont été les vecteurs, les porteurs du nouvel urbanisme en France, comme l'ont été Aldo Rossi en Italie, les frères Crière en Autriche, au Luxembourg, ou des gens comme Ray Gindrose aux États-Unis. Donc c'est vrai que je suis d'une génération qui a baigné aussi dans ce mouvement-là. Et là, c'est vrai que la présentation de Bologne, moi, ça m'évoque beaucoup de choses de mes années d'étudiant. Oui, bonsoir. On va sortir du centre-ville de Toulon pour aller un peu plus au nord, derrière la gare. Et donc là, on a un exemple, le quartier Montetti, où il n'y a pas eu de précautions avant démolition. Les bulldozers sont passés. Donc l'îlot Montetti, c'est un ensemble de 3 immeubles, 10 entrées, 800 personnes a priori, pour loger 800 personnes, type d'architecture milieu du 19e siècle, ouvrière, les utopies, quoi. Et c'est un des rares exemples que j'ai vu encore debout. Et alors là, on sait pas, je sais pas, on a oublié tout ce que vous avez dit, et puis ça a été rasé il y a 2 mois ou 3 mois. En effet, oui, l'îlot Montetti, c'est un peu une histoire particulière. C'est un îlot d'immeubles. Il y avait 3 immeubles très intéressants en pierre, bâtis par des compagnons italiens. Et il y a un enjeu qui, à mon sens, en tant qu'ABF, alors on était dans la ZPPAUP et dans la VAP, donc en effet, mais ces immeubles-là n'ont pas été répertoriés comme des immeubles à valeur patrimoniale complète, donc non mais j'entends. Oui, non mais on agit aussi avec le contexte local. Donc j'ai essayé de faire en sorte, parce que je m'en suis occupé personnellement, j'ai essayé de faire en sorte d'en garder au moins un, s'il y en a un qui était constitutif de l'église qui est à côté, et donc celui-ci a été conservé. J'ai pas réussi à faire venir sur ce concept l'ensemble de la ville et les responsables locaux sur la conservation. Mais voilà, pour moi, à mon sens, c'est un peu un raté. Il y en a, mais j'ai pas réussi à leur faire imaginer qu'on pouvait arriver à réhabiliter ces éléments de bâti construits en pierre. Alors, il y avait quand même quelques soucis de plateaux qui n'étaient pas complètement non plus réhabilitables tels qu'ils étaient, mais les solutions sèches, c'était pas complètement envisageable non plus. Voilà. Ça fait partie de l'enjeu de la réhabilitation qui n'est pas toujours possible, parce qu'en face, on a des aménageurs qui sont sur de l'opérationnel avec des visées de mètres carrés qui n'étaient pas intégrables dans le bâti tel qu'il était, sensiblement. Alors, il y a eu quand même, à l'arrière, il y a eu un bâtiment qui a été, qui moi, à mon sens, n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, mais qui a été conservé. Là aussi, parce qu'il y a eu une défense de la part des anciens combattants, je crois, en fin de compte, qui se sont battus pour essayer d'arriver à faire préserver la caserne qui est derrière. Voilà. Mais l'enjeu de l'urbanisme, c'est un moment, un négoce qui se fait entre ceux qui défendent le patrimoine, mais d'une manière la plus fine possible et avec des arguments. Mais les arguments ne sont pas toujours complètement pris en compte par tous les opérateurs et par tous les intervenants au niveau de l'urbanisme. Là, il y a eu, pour moi, à mon sens, par rapport à la ville, une méconnaissance de la qualité de ce que faisait ce type de patrimoine
qui était très intéressant. Bon, voilà. Merci. Oui, bonjour, je voudrais intervenir, déjà revenir sur le sujet principal et féliciter d'abord pour la qualité de la présentation qui est vraiment un modèle du genre à mon sens. La qualité, ce qui est présenté. Ce que je voudrais poser comme question, on parle justement de périmètre de la zone de protection du patrimoine. Comment s'est articulé ce travail avec la zone de protection? Est-ce que la zone de protection a été lancée en même temps? Le volet patrimonial qui a dû sans doute être réalisé dans cette étude a-t-il été fait à la suite? Avec quel grain? Avec quelles équipes? Y avait-il des architectes du patrimoine? Y avait-il des archéologues municipaux? Enfin, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ce volet patrimonial s'est constitué vis-à-vis du SPR? Oui, il y avait une ZPPUP existante avant le démarrage du projet urbain. Je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais elle est rapidement apparue inadaptée au développement qui était envisagé, et elle a été modifiée de façon assez profonde et de façon itérative avec l'élaboration du projet urbain. Ça a été vraiment une co-construction, pas du tout un affrontement. Il y a eu réellement des avancées qui ont été amenées par les recherches complémentaires qui ont été faites à l'occasion de cette nouvelle ZPPAUP. On a poussé un certain nombre d'études plus loin que cela n'avait été fait sur la première, et en même temps on a avancé sur le projet urbain, et évidemment on a eu des points de croisement où il a fallu trouver des compromis, mais on a toujours trouvé ces compromis dans la mesure où on a réussi à travailler, je dirais, en confiance, en bonne intelligence. On n'a jamais considéré que le patrimoine était un obstacle. Pour nous, au contraire, c'est un levier de requalification, et on avait en face de nous des ABF qui n'ont jamais considéré que la ville devait être totalement figée, muséifiée, mais qui par contre voulaient un certain nombre de garanties sur des points essentiels et sur le devenir qualitatif d'un certain nombre de sites à enjeu. Donc on s'est entendu assez facilement, y compris sur des points délicats. J'en ai un qui me vient en tête, c'est les espaces privatifs extérieurs. Aujourd'hui, si on veut refaire de l'attractivité résidentielle dans les centres-villes, c'est un point très important si on veut concurrencer l'habitat périphérique avec la petite maison, le carré de gazon et le barbecue et la voiture devant. Il faut qu'on offre autre chose, bien sûr, d'où la nécessité de ne pas banaliser le patrimoine. Ça, c'est un point sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté. Mais aussi, il faut qu'on puisse, partout où c'est possible, permettre quand même aux gens de prendre l'apéritif sur leur terrasse, parce qu'on vit dans un climat où ça fait quand même partie de la qualité de la vie. Et ben là-dessus, on a trouvé des consensus. C'est possible, c'est très encadré, c'est plutôt sur les cours, ou sur la rue, c'est avec des reculs qui font que ça ne se verra pas de l'espace public, mais voilà, on a fait ce travail ensemble avec le prédécesseur de Jacques, d'ailleurs. Oui, et pour dire quand même que la ZPUP a été revue en 2014, donc c'est quand même assez récent, et c'est sur une période d'analyse de la première qui a été assez longue. Elle a été faite par une architecte du patrimoine qui est locale, et aussi avec un outil qui était quand même très très intéressant, c'est les maquettes. C'est-à-dire que la maquette de la ville, on est dans les maquettes de Vauban. Et donc on a la maquette qui est à l'école militaire, et on a complètement et on s'en sert encore toujours, on se sert des dessins des plans reliefs de Vauban, voilà, enfin, qui ont été élaborés sous Louis XV et Louis XIV, voilà. Attendez. Ouais. Alors j'ai trouvé très intéressant, bien sûr, tout le travail qui a été mené. On voit bien moi j'ai une question. La synergie qu'il y a pu y avoir au niveau des services, au niveau des théoriquement, je passe devant. On permet d'arriver à ça.
Par contre, il y a un questionnement, vous l'avez peu évoqué, c'est la place des habitants dans tout ça. Quelle a été la démarche auprès d'eux, quelle a été leur perception du projet et, par rapport à notre quartier de Noailles qui sera très sensible en termes d'aménagement au vu du drame qui s'est passé l'année dernière. Je pense que c'est un éclairage, si tel a été le cas, qui peut être intéressant à développer. Il y a une démarche très individuelle. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle une mousse relogement dans notre jargon, qui était très équipée, hein, très étayée, qui a permis de passer de longs entretiens et répétés avec chacun des ménages, qui a permis de faire des enquêtes sociales, de cerner les besoins et les souhaits de chacun des ménages et de constituer des plans de relogement en mettant en face des souhaits et des besoins de chaque ménage, une solution adaptée. Et ça a été d'ailleurs une des conditions d'obtention des DUP. C'est quelque chose sur lequel la préfecture était particulièrement vigilante et protectrice des habitants. Et cet accompagnement, il a été très loin jusqu'à l'organisation des déménagements, bien sûr l'accompagnement des ménages dans l'ensemble des démarches, une vraie relation de confiance qui s'est tissée avec le temps. Hein. Mais ça a été plus une démarche sur mesure, je dirais, individuelle, qu'une démarche avec un tissu associatif qui n'était pas constitué, en fait, à Toulon. Juste, oui, avant de poser 2 questions à Balthazar Siver, avant de poser 2 questions à Balthazar Siver, qui va avoir un micro, je voulais faire une remarque à nos amis toulonnais. Vous devez savoir que dans les années 2000, quand j'étais déprimé de l'urbanisme marseillais, j'allais à Toulon pendant une demi-journée et je me disais qu'on n'était pas les plus mauvais. Donc je m'interroge sur le manque de civilité des Toulonnais. Vous auriez pu au moins nous prévenir. Parce que là, maintenant, on ne peut plus, quoi. Bon, heureusement, il nous reste Aix. Hein. Mais qu'est-ce que je veux... Voilà. Tu as parlé brièvement de ce qui se passe maintenant à Bologne. Et brièvement, tu as parlé de Airbnb, tu as dit qu'ils étaient en train de réfléchir. Je voulais savoir, si tu en savais plus, si tu pouvais nous en dire plus sur la façon dont la ville évolue, et 2, s'il y a des trottinettes à Bologne. Alors, on a été avec les étudiants en voyage d'études l'année dernière à Bologne, et on n'a pas vu de trottinettes. C'est arrivé, peut-être qu'elles sont arrivées entre-temps. Et Bologne aujourd'hui, c'est une ville qui est très mixte, comme ça. Alors, nous, on était un peu en tant que touristes là-bas, puisqu'on n'a pas eu de contact avec des gens qui nous ont expliqué les choses, mais c'est une ville très étudiante, très mixte, et malgré les petites critiques que j'ai données tout à l'heure, qui étaient des critiques immédiates, je pense que la ville, elle a fait son travail de régénération, et les gens qui avaient envie de partir, ils sont partis, mais ceux qui voulaient rester, ils avaient eu le temps la possibilité de rester sur place. Et puis donc Airbnb, effectivement, c'est un gros problème parce que ça pousse les populations dehors, notamment les étudiants qui sont vraiment très très nombreux, parce que maintenant c'est 350 000 habitants, ils ne sont même pas arrivés aux 500 000, et il y a 63 000 étudiants, dont 5 000 nouveaux arrivants chaque année. Et les 2000 places à Airbnb, elles comptent... Salvini ne fait rien. Hein? Salvini ne fait rien contre l'invasion des étudiants. Je ne sais pas. Voilà. Oui, c'est énorme. Donc,
Donc voilà, donc après j'en sais pas plus parce qu'on est passé rapidement et il faut y retourner. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions pour Isabelle éventuellement? Non, je sais pas, parce que là on a été 3 à présenter. Elle est plus là? Ah bon, d'accord. Non mais on va laisser la place à la suite puisqu'on est un peu dépassé. Ouais. Oui, voilà. Donc merci. Au revoir.